Bonsoir à tous. En premier lieu, je tiens à remercier l'association des Sabbats à Trousse et donc, tous les membres de son association pour son invitation. Bien entendu, l'association présidée par Jean-Marie Detré pour son accueil et l'invitation, l'organisation de cette conférence, monsieur le maire, et bien entendu vous tous qui êtes présents. Très rapidement, donc, je suis historien, j'ai soutenu une thèse sur la question des rapatriements au sens large du terme, rapatriement d'Indochine, de Guinée, du Maroc, de Tunisie, et bien entendu d'Algérie, puisque ça a été le choc démographique le plus important durant cette phase des décolonisation, comme on appelle cette période. J'ai travaillé aussi un petit moment au mémorial du camp de Rivesaltes, dont vous avez sûrement entendu parler, puisque à la fois ce camp a une histoire avec les républicains espagnols, avec la guerre d'Espagne, avec la Seconde Guerre mondiale, et bien entendu aussi avec la guerre d'Algérie. Ce camp a aussi une histoire avec des appelés qui sont partis du camp de Rivesaltes, des Français musulmans qui étaient dans l'armée française, appelés ou engagés, des membres du FLN qui sont passés par le camp de Rivesaltes et des harkis. Donc vous voyez, avec un lieu, vous avez finalement une grande partie des acteurs de cette guerre d'Algérie. Et j'ai poursuivi par la suite, depuis 2 ans, je suis chargé de mission donc, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur la mémoire de la guerre d'Algérie, donc avec le lancement de tout un chantier d'action, entre autres pédagogiques, en destination des scolaires, sur cette mémoire de la guerre d'Algérie, ou ces mémoires plutôt de la guerre d'Algérie. Alors mon propos aujourd'hui sera plutôt focalisé sur la question donc, des harkis, de ceux qu'on appelle les harkis. En réalité, c'est un terme générique avec toute une pluralité de situations. Un petit propos qui va durer 45 minutes environ, un maximum. On fera un petit échange, ce sera intéressant. Et je diffuserai un petit doc, on a eu un petit souci technique, mais bon, je le commenterai, ça durera juste 2 minutes. Ce petit documentaire issu donc, de 5 colonnes à la une, une émission que vous connaissez tous, à mon avis. Voilà. Petit rappel historique mais très rapide, très succinct, qui mériterait des nuances. C'est pas en 5 minutes que je vais refaire l'histoire de la colonisation, de la présence française en Algérie de 1830 à 1962. Mais rappelez-vous une chose, donc déjà que l'Algérie était ottomane depuis le XVIe siècle. Le début de la conquête de l'Algérie, c'est donc 1830. Un élément important, c'est que l'Algérie a un statut particulier dans cet empire colonial français. C'est que l'Algérie est rattachée juridiquement et administrativement à la France. Donc ce sont des départements dès 1848. Vous avez l'Oranie, le Constantinois et l'Algérois. Autre particularité de ce territoire et de ses habitants qui va avoir des conséquences sur les harkis, vous le verrez durant la guerre d'Algérie en 62, je le verrai par la suite, c'est que ces habitants sont français de nationalité, mais pas citoyens. Et là, on fait la différence entre nationalité et citoyenneté. Donc les Européens d'Algérie vont progressivement sont français. Ceux qui sont d'origine française sont bien entendu français de citoyenneté. Ceux qui sont d'origine espagnole, italienne, maltaise vont être assimilés progressivement juridiquement par la loi de 1889, donc le droit du sol qui s'applique en Algérie. Les juifs d'Algérie vont être aussi assimilés par le biais du décret Crémieux en 1870, mais pour ceux que l'on appelle à l'époque les musulmans, donc c'est un terme colonial, ça n'a pas la même définition qu'aujourd'hui. Pour faire simple, les quelques musulmans ou algériens qui sont convertis au christianisme sont nommés d'un point de vue administratif comme des musulmans chrétiens. Vous voyez déjà les confusions que ça a. Donc la grande majorité sont françaises, les Algériens, des musulmans sont français de nationalité mais pas citoyens. Donc une grande partie d'entre eux vont participer au grand conflit de la France au XIXe siècle et XXe siècle, la guerre de Crimée, 1870, la guerre franco-prussienne, 1914-1918, la Première Guerre mondiale, la guerre du Rif, 39-45, l'Indochine, et là on pourrait citer les régiments de tirailleurs algériens, les régiments de Spaïs par exemple, les Zouaves, même si progressivement ils seront majoritairement constitués d'Européens d'Algérie. Donc on a toute cette histoire aussi militaire qui va avoir ses conséquences dans l'engagement de certains de ces Algériens, de ces musulmans durant la guerre d'Algérie qui vont devenir harkis. 54, début de la guerre d'Algérie, jusqu'en 62, bien entendu. Complexité de la guerre d'Algérie, après je rentrerai directement sur le sujet des harkis, c'est que la guerre d'Algérie, ce n'est pas une guerre simple. C'est pas une guerre où finalement vous avez un camp contre l'autre, non, c'est une guerre très complexe. Une guerre complexe parce que c'est plusieurs guerres à la fois qui se déroulent avec des échelles différentes en réalité. Donc une guerre de décolonisation, parce que l'on est tout de même dans ce cadre des décolonisations. Donc avant la guerre d'Algérie, il y a eu bien entendu la guerre d'Indochine,
qui opposait donc, les armées françaises au Viet Minh, à Ho Chi Minh, etc. Donc je ne reviens pas sur cette histoire. Il y a aussi cette guerre de décolonisation s'insère aussi dans d'autres conflits. Au Maroc, il y a eu aussi des combats. On ne parle pas de guerre du Maroc ou de guerre de Tunisie, mais on parle de combat du Maroc et de combat de Tunisie. Hein. Aujourd'hui, on est 5 décembre, et le 5 décembre, c'est une journée nationale, une journée officielle donc, de commémoration des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Donc, comme le 19 mars, c'est aussi une journée officielle. Particularité de cette guerre, c'est qu'on a 2 dates officielles en France depuis 2012. C'est aussi une guerre d'indépendance parce que la guerre d'Algérie, l'objet du conflit, c'est bien entendu l'indépendance qui va voir s'affronter les adversaires de l'indépendance, les partisans de l'Algérie française, aux partisans de l'indépendance. C'est aussi une guerre de sécession, et là, Dixit, Pierre Mendès France, que vous connaissez tous, donc président du Conseil à l'Assemblée nationale le 12 novembre 1954. Pour lui, c'était une guerre de sécession parce que finalement, l'Algérie était rattachée d'un point de vue administratif et juridique à la France. Guy Mollet, qui a été élu sur un programme de paix, hein, c'était cesser cette guerre, il la nommera, il la désignera comme une guerre imbécile et sans issue, donc ça c'est le 21 mai 57. C'est du côté algérien, et là on traverse la Méditerranée, une autre sémantique qui est utilisée pour désigner ce conflit. De l'autre côté, la guerre d'Algérie est perçue et désignée comme une guerre de libération nationale, ou une révolution. C'est ainsi qu'elle est désignée en Algérie depuis 1962 jusqu'à nos jours. Et enfin, complexité de cette guerre, c'est que la guerre d'Algérie, c'est aussi une double guerre civile. Des Français se sont battus contre d'autres Français, des Algériens se sont battus contre d'autres Algériens. Pourquoi des Français contre d'autres Français? Parce que déjà, il y a eu un putsch, souvenez-vous, en 61, avril 61, le putsch des généraux, ce quarteron de généraux à la retraite, pour Dixit, le général de Gaulle. C'est l'OAS, l'Organisation de l'armée secrète, de 61 à 62, donc qui va cibler les forces de l'ordre françaises. C'est aussi une guerre civile algéro-algérienne, alors avec deux échelles cette fois. Une guerre algéro-algérienne qui va opposer des nationalistes, des partisans de l'indépendance, donc les partisans du Front de Libération Nationale, et les partisans du mouvement national algérien, donc de Messali Hadj, une autre tendance du nationalisme. Qui souhaitait, ces deux tendances souhaitaient donc bien entendu l'indépendance, mais se sont affrontés. Grosso modo, on estime, les historiens estiment à environ 10 000 morts dans cette guerre civile algéro-algérienne, donc c'est énorme. Autre aspect de cette guerre civile algéro-algérienne, c'est bien entendu ceux qui étaient dans le camp de l'indépendance, des nationalistes plutôt, et ceux qui ont servi dans les armées françaises, donc les engagés algériens ou musulmans qui étaient engagés, ceux qui étaient appelés, parce qu'ils faisaient aussi leur service militaire, ceux qui sont devenus supplétifs ou harkis, et tous ces civils qui étaient fonctionnaires de l'État français. Donc vous voyez déjà complexité de cette guerre, complexité qui va avoir des incidences, des conséquences sur l'engagement donc de ces hommes qui vont devenir supplétifs. Très rapidement, je vais particularité aussi de ce conflit en France, c'est que cette guerre a aussi été longtemps une guerre sans nom. On n'en parlait pas. C'était, là c'est la fiche de Tavernier, hein, donc la guerre d'Algérie, une guerre sans nom. Auparavant, on ne parlait pas de guerre, on parlait d'événements. C'était les événements. Et lorsqu'on interroge d'ailleurs certains acteurs de la guerre d'Algérie, parce qu'ils nous livrent leurs témoignages, il n'est pas rare de les entendre, au lieu pour désigner ce conflit, d'utiliser la notion, le terme d'événement. Officiellement, ce n'est pas une guerre, ce sont des opérations de maintien de l'ordre. Donc tous ceux qui sont morts au combat, c'est 25 000, 26 000 appelés, engagés, etc., qui sont morts au combat durant la guerre d'Algérie, au départ, sont désignés morts au combat pour des opérations de maintien de l'ordre. Et donc dans les cas d'anciens combattants, que les appelés par exemple ont obtenu à partir de 1974, ils n'étaient pas désignés, bien entendu, la notion de guerre d'Algérie. Enfin, il faut attendre 1999 pour que la guerre d'Algérie, le 18 octobre plus précisément, pour que la guerre d'Algérie soit officiellement reconnue par l'État français. Donc c'est aussi important dans les mémoires d'avoir à l'esprit l'évolution finalement qui a eu lieu depuis l'indépendance pour désigner cette période. Autre élément, avant d'arriver à la question des harkis, c'est que durant la guerre d'Algérie, donc on a une multitude d'acteurs de cette guerre, dont les nationalistes indépendantistes algériens, donc les membres du FLN et les membres du MNA,
Au sein du FLN, c'est en réalité un front, comme son nom l'indique, hein, bien entendu, comme l'acronyme l'indique. C'est derrière ce front, en réalité, une multitude de tendances, du CRUA, je vais pas aller dans le détail, hein, les anciens du MTLD, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, l'UDMA de Ferhat Abbas, un autre courant nationaliste, l'Union démocratique pour le manifeste algérien, la tendance des oulémas, le Parti communiste algérien qui va aussi rallier le Front de libération nationale en 1956. Et du côté de l'armée française, vous avez aussi donc des appelés qui verront la guerre sous un autre regard que celle des engagés, que celle des FSNA, des Français de souche nord-africaine, donc le terme qui était employé officiellement pour désigner ces Algériens ou ces musulmans qui étaient dans l'armée française. Et derrière ces FSNA, vous avez ceux qui étaient engagés, ceux qui étaient appelés, qui faisaient leur service militaire, puisqu'ils étaient français et que depuis 1912, ils étaient soumis à la conscription. Et vous avez aussi les supplétifs et ou harkis. Et enfin, vous avez un autre acteur, donc l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète. Donc vous voyez déjà une multitude d'acteurs de cette guerre. Et là, je commence à rentrer dans le détail de cette histoire de ceux que l'on nomme les harkis. Derrière ce terme, en réalité, il y a déjà d'autres statuts, d'autres particularités. Il y a des Algériens ou des musulmans, ces FSNA, ces Français de souche nord-africaine, par opposition aux FSE, les Français de souche européenne. Donc c'est les deux notions qui sont utilisées durant la guerre pour désigner ces deux populations. Donc vous avez parmi ces FSNA des élus politiques, vous avez des députés, des sénateurs, des maires, donc des élus, même s'il y avait un système électoral particulier avec le système du double collège jusqu'en 58. En 58, il n'y a plus de différence en réalité entre les habitants, il n'y a plus qu'une seule catégorie de citoyens, pour reprendre les mots du général de Gaulle. Et donc, il y a des élus politiques. Par exemple, qui sait que de 58 à 62, le vice-président de l'Assemblée nationale était le Bachaga Boualem, par exemple. Donc c'est une personnalité connu, et il était donc vice-président de l'Assemblée nationale, et il se baladait à l'Assemblée nationale avec sa gandoura, avec son chèche, etc. Vous avez aussi ces Algériens, ces musulmans qui étaient fonctionnaires de l'État français, dans des mairies, dans des préfectures, dans des sous-préfectures, puisque l'Algérie c'était donc des départements français. Vous en avez eu, je crois, pendant la guerre, il y avait donc 25, un peu plus autour de 25 départements français. Vous avez aussi des auxiliaires coloniaux, donc ce sont un peu les restes de la présence ottomane en Algérie. Lorsqu'il y a eu la conquête de l'Algérie au XIXe siècle, l'État français, l'armée française a conservé des, comment dirais-je, des statuts qui étaient donc les intermédiaires entre l'administration française et les populations. Donc les titres tels que les Bachagas, les Agas ou les Caïds, donc ce sont des titres qui étaient des auxiliaires coloniaux, fonctionnaires de l'État français aussi. Vous avez aussi donc ces militaires engagés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la tradition militaire qui existait donc depuis le 19e siècle et le 20e siècle, ces appelés, français de souche nord-africaine encore une fois, puisque le service militaire est obligatoire depuis 1912 en Algérie pour les Algériens, pour les musulmans, et les supplétifs. Derrière le terme de supplétif, il y a encore une fois toute une série de catégories, et là on rentre dans la complexité. Les harkis n'existent pas encore, si vous voulez. Dans ces supplétifs, il y a une catégorie qui est désignée par le terme de harki. Donc c'est le mot harka et le mot harki vient d'un mot arabe qui signifie mouvement, se déplacer. C'est l'étymologie de ce terme qui explique finalement, enfin qui s'explique assez aisément, puisque l'armée française va utiliser des hommes, va les constituer en unités qui doivent être très mobiles, bien entendu dans un contexte de guérilla en Algérie. Donc en 1956, il y a la constitution de ces harkas constitués de harkis. Ensuite, vous avez d'autres supplétifs avec les morazmis, qui va donner le mot français magasin. Ce sont ceux qui protègent le dépôt, le centre, le magasin, donc avec les SAS, avec les sections administratives spécialisées qui faisaient office de mairie, de centre de santé dans le bled algérien. Ensuite, vous avez une troisième catégorie de supplétifs avec les groupes mobiles de police rurale, les GMPR, les Algériens les appelaient plus facilement les Jean-Pierre, ça allait plus vite, qui vont être transformés ensuite en groupes mobiles de sécurité, donc les GMS. Quatrième catégorie de supplétifs, les groupes d'autodéfense, et enfin les ASES, qui signifie gardien en arabe. Donc ce sont les supplétifs de ce que l'on appelait les unités territoriales. Donc vous voyez 5 catégories de supplétifs qui vont être par la suite désignés par le terme générique de harki pour une raison très simple, c'est parce que les harkis étaient les plus nombreux. C'était la catégorie de supplétifs la plus nombreuse, et elle va finalement
c'est le terme qui va être utilisé pour désigner l'ensemble donc des supplétifs. Particularité de ces formations de supplétifs, c'est que les harkas et les harkis sont liés au ministère des Armées, à l'époque, donc ministère des Armées. Les SA sont liés au ministère des Affaires algériennes, il y avait un ministère des Affaires algériennes à l'époque, c'était le dernier, je crois que c'était Louis Jox, qui était donc ministre des Affaires algériennes. Les GMPR, GMF sont liés au ministère de l'Intérieur, et voilà, les groupes d'autodéfense et ASS plutôt avec le ministère des Armées. Donc vous voyez déjà 3 ministères aussi qui sont en lien, qui pilotent, on va dire, ces supplétifs. Complexité encore de ce mot, puisque durant la guerre d'Algérie, il y avait sur le territoire algérien des Marocains qui vivaient en Algérie parce qu'ils fuyaient la misère du Rif, la guerre du Rif dans les années 20, la misère, donc il était plus facile pour eux de survivre et de vivre en Algérie. Donc certains Marocains vivant en Algérie vont devenir harkis aussi. Vous avez de la même manière des Tunisiens qui vivent en Algérie et qui vont aussi s'engager comme harkis durant la guerre d'Algérie. Et vous avez aussi ce que l'on a appelé les harkis blancs, donc des pieds noirs, pour faire simple, même si les pieds noirs c'est un terme qui va apparaître que vers la fin de la guerre, hein, 58, 59, 60, mais il y a eu aussi des supplétifs de souche européenne, donc des Européens d'Algérie, des futurs pieds noirs, qui vont aussi être s'engager comme harkis. Donc vous voyez, ça complexifie un peu la situation, et souvent lorsqu'on a à l'esprit une définition très étriquée, d'une certaine manière, du terme harki, de ceux qui composent cette formation de supplétif, en réalité, vous avez une litanie de catégories, de statuts, de nationalités en même temps. On poursuit, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le terme de harki donc, provient de la langue arabe et qui signifie mouvement, se déplacer. Sachez que les Ottomans avaient déjà, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avaient aussi leur supplétif. Donc le terme de harka avait déjà été employé, et on retrouve d'ailleurs le mot harki durant la guerre du Rif dans les années 10 et les années 20 au Maroc. Donc le terme de harki, ce n'est pas une invention de la guerre d'Algérie, ce terme a déjà, on va dire, une histoire, le mot a une histoire, et les supplétifs désignés comme harki ont une histoire avant la guerre d'Algérie. Donc là, vous le voyez, hein, donc vous voyez un groupe de Morazni, donc c'est des photos de l'ECPAD, hein, donc l'établissement public photographique des armées au fort d'Ivry, groupe de Morazni, ici un groupe de harkis, donc vous les voyez avec l'uniforme, le béret, etc. Mais il faut avoir à l'esprit une chose, c'est qu'ils font le même job que des militaires, mais ce ne sont pas des militaires. Ils n'ont pas le statut de militaire. Ils combattent, ils ont des armes, ils peuvent se faire tuer, ils peuvent être blessés, bien entendu, mais ils n'ont pas le statut de militaire durant la guerre d'Algérie. Pour cerner la différence qu'il y a entre ces civils à qui l'on donne des armes et des militaires, c'est que ces harkis, par exemple, parce qu'ils sont tués ou blessés au combat, sont considérés comme des accidentés du travail. Vous voyez. Comme ça, au moins, c'est un exemple très précis, mais qui permet finalement de concevoir de quelle manière ils étaient vus, perçus durant la guerre d'Algérie. Après 62, ils seront considérés tout de même comme des anciens combattants. En 74, comme les appelés, comme les engagés, ils pourront obtenir la carte d'ancien combattant. Mais pendant la guerre d'Algérie, 54, 62, ce sont des civils à qui l'on donne des armes, ils font le même job que des militaires, mais ils n'ont pas le statut de militaire, ce qui va avoir des conséquences en 62. En 62, on ne les démobilisera pas, on les licenciera. Ce sont des personnes à qui l'on fait signer un contrat, et donc en 62, on peut leur dire vous rentrez chez vous, puisque votre contrat est terminé. Donc ça permet finalement de comprendre pourquoi y a-t-il eu une issue assez particulière pour ces hommes, et pourquoi finalement certains vont utiliser la notion d'abandon. Avant de comprendre et de vous expliquer pour quelles raisons ces hommes vont s'engager ou s'enrôler ou être enrôlés dans l'armée française, il faut peut-être déjà se poser la question du pourquoi l'armée française a-t-elle eu le besoin finalement de créer des formations supplétives, parce que vous pouvez me dire, on avait des appelés, on avait des engagés, pourquoi avoir besoin finalement de supplétifs dans les forces armées françaises? Alors premièrement, il s'agissait d'éviter que ces hommes ne rejoignent la LN. Pour une raison très simple, hein, il valait mieux avoir ces hommes dans l'armée française, même en tant que supplétifs, que de les avoir au maquis. Donc c'est une raison stratégique. Deuxième élément, autre raison stratégique, c'est qu'il fallait profiter de la parfaite connaissance du terrain par les supplétifs dans leur région. Puisque ces supplétifs étaient embauchés, étaient utilisés dans leur région d'origine. Donc ils connaissaient parfaitement le terrain, alors que l'appelé qui venait de Carcassonne ou de Narbonne, qui était envoyé dans l'Algérois ou dans l'Oranie, ne connaissait pas du tout, bien entendu, le terrain. Ce qui va avoir des conséquences en 62, puisque les appelés algériens ou les engagés algériens de l'armée française
eux sont envoyés dans toute l'Algérie, ils ne restent pas dans leur région d'origine, ils sont envoyés en France ou en Allemagne. Mais pour les supplétifs, les harkis, ils restent dans leur région d'origine. Donc finalement, en 62, tout le monde sait qu'ils ont été dans l'armée française, à la différence des appelés et des engagés algériens qui étaient dans d'autres régions, et dont on ne pouvait peut-être pas deviner qu'ils étaient dans l'armée française. Et ça a des conséquences sur le phénomène de représailles qui vont cibler ces supplétifs. Troisième élément, il s'agissait de couper les maquis de l'ALN, puisque la guerre d'Algérie, c'est une guerre psychologique. L'enjeu plutôt de cette guerre, c'est la population. Celui qui se rallie finalement la population a gagné la guerre. Donc il y a une espèce de guerre psychologique entre le FLN, le Front de Libération Nationale, et l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, et l'armée française. Vous avez dans l'armée française le 5e bureau d'action psychologique qui travaille les populations. Et de l'autre côté, vous avez l'homologue indépendantiste avec l'OPA, l'organisation politico-administrative, qui travaille aussi les populations pour les rallier au Front de Libération Nationale. Et quatrième élément, c'est que la guerre d'Algérie, c'est aussi une guerre idéologique, et il fallait finalement justifier la poursuite de la guerre. Du côté du Front de Libération Nationale, il était clair que finalement, il fallait dire avancer. Il fallait avancer le fait que les Algériens, les musulmans, c'est bon. J'espère que ce soit un attentat, non, ça va. Donc on a donc le Front de Libération Nationale qui, d'un point de vue idéologique, va avancer le fait que les Algériens, les musulmans sont pour l'indépendance. Donc finalement, voilà, dans le discours, il s'agissait de montrer que la population était vers soi. L'armée française va utiliser le même procédé finalement en disant regardez, vous avez des dizaines de milliers de harkis, d'appelés, d'engagés qui sont dans l'armée française. Donc finalement, les Algériens veulent rester français. Donc on est dans cette guerre aussi psychologique, dans cette guerre idéologique durant la guerre d'Algérie. Enfin, dernier élément, c'est qu'au fur et à mesure que la guerre avance, au fur et à mesure qu'il y a des décès, au fur et à mesure que les corps, bien entendu, de ces appelés, de ces engagés, reviennent sur le territoire français, en métropole, comme on disait à l'époque, la guerre d'Algérie devient populaire. Il y a de plus en plus de manifestations, de personnes qui vont bloquer les trains, d'opposition à la guerre d'Algérie. Et donc finalement, recruter un plus grand nombre de supplétifs, cela permettait de limiter le nombre d'appelés envoyés en Algérie, et donc de limiter aussi les conséquences, on va dire, d'impopularité de cette guerre d'Algérie qui ne disait pas encore son nom. Autre élément aussi qui va expliquer pourquoi ces hommes vont s'engager ou être enrôlés dans l'armée française, c'est qu'il y a aussi des contextes. Le contexte socio-économique de pauvreté de la société algérienne. Dans les années 50, vous avez deux sociétés finalement. Vous avez la société des Européens, de ceux qu'on nommera donc les pieds noirs, qui vivent essentiellement dans les villes. Ils vivent essentiellement dans les villes, ce sont plutôt des populations urbaines, à Oran, à Alger, à Constantine, Philippeville, Tlemcen, etc., etc. Et une minorité aussi d'Algériens musulmans qui ont le même niveau de vie que les Européens, mais sont minoritaires. Et vous avez tout de même aussi la grande majorité de la population musulmane ou algérienne, qui est une population rurale, essentiellement dans le bled, et qui vit dans une société, on va dire une deuxième société, avec faiblesse de la scolarisation, des conditions de vie beaucoup plus chic, beaucoup plus frustres en réalité. Deuxième élément, c'est ce contexte socio-économique va expliquer que certains vont s'engager, bien entendu, pour subvenir à leurs besoins dans les RK, dans les formations supplétives. Deuxième élément, c'est la violence. La violence de cette guerre d'Algérie, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu c'est la population, et donc finalement, la neutralité n'existe pas. Dans ce type de guerre, avec cet aspect aussi de guerre civile, de guerre où finalement vous avez les deux grands acteurs de la guerre d'Algérie, l'armée française et le Front de Libération Nationale, la neutralité n'existe pas. Vous devez choisir un camp, vous devez ou au moins vous présenter comme soutenant l'un ou l'autre des protagonistes, des deux acteurs de la guerre d'Algérie. Donc la violence joue aussi un rôle essentiel dans l'engagement ou l'enrôlement de certains de ces hommes. Et là, vous avez une multitude en réalité de raisons qui vont pousser ces hommes, quelques femmes, quelques archètes entre guillemets, qui ont existé, phénomène marginal bien entendu, mais des petits phénomènes, mais elles ont existé aussi. Et donc vous avez des engagements suite aux exactions du FLN. Très simplement, le Front de Libération Nationale ou l'ALN
vient dans le village, assassine ou tue quelques personnes, et donc les membres des familles de ces personnes assassinées, bien évidemment, vont se réfugier auprès de l'armée française, et certains vont s'engager comme harkis ou comme supplétifs. Donc c'est une des raisons. Deuxième élément, c'est les engagements par solidarité familiale ou clanique. L'Algérie des années 50, c'est une Algérie aussi des tribus, des confédérations, des clans, où finalement le chef de clan, de famille, le chef de tribu, lorsqu'il choisit de soutenir un camp, le FLN ou l'armée française, c'est finalement tous les hommes qui suivent le choix du chef ou des chefs. Voilà, donc on a ce type d'engagement. Je vous ai parlé du Bachaga Boualem, qui était en même temps chef de tribu, la tribu des Béni Boudouane. Donc, lorsqu'il s'engage auprès de l'armée française dès le début de la guerre, tous les hommes de son douar, tous les hommes de sa tribu des Béni Boudouane vont s'engager aussi, majoritairement, vont s'engager dans l'armée française. Vous avez aussi des engagements par fidélité à l'armée française ou par conviction politique. C'est souvent ceux qui, par tradition, ont eu leurs grands-pères qui ont fait la guerre 14-18, leurs pères qui ont fait 39-45, et donc vont s'engager dans les harkas ou dans les formations de supplétifs. Vous avez des engagements économiques, certains, bien entendu, du fait des conditions de vie, il n'y a que deux solutions pour subvenir à ces besoins, soit immigrer, venir en France, immigration particulière, parce que c'est une immigration de Français, de nationalité, hein. Donc vous regardez juste les chiffres, en 54 vous avez 180 000 Algériens en France, en 62 vous en avez pratiquement 400 000. Donc vous voyez, il y a plus de 200 000 Algériens viennent en France entre 54 et 62 durant cette période de la guerre d'Algérie. C'est aussi une conséquence des déplacements, de déplacements en Algérie, des camps de regroupement et bien entendu de cette notion finalement d'essayer de survivre et de venir se sauver finalement et fuir la guerre. C'est aussi les enrôlements forcés ou sous la pression de l'armée. Ça existait. Donc des hommes qui étaient au FLN, qui ont été capturés, prisonniers, et qui sont obligés, hein, on leur pose la question, hein, soit vous restez prisonnier, soit on vous tue, et soit vous vous engagez comme supplétif. Ça a aussi existé. Ce qui est intéressant, c'est que ces raisons qui expliquent l'engagement ou l'enrôlement de ces hommes dans l'armée française peuvent de la même manière expliquer l'engagement ou l'enrôlement du côté du FLN. Hein. C'est souvent les mêmes raisons. Hein. Certains vont s'engager suite aux exactions de l'armée française. Certains vont s'engager par solidarité familiale ou clanique. Le chef de tribu décide de soutenir le FLN. D'autres vont s'engager par conviction politique. D'autres vont s'engager pour des raisons économiques. Bah, il n'y a rien, pas de boulot, pas de travail, etc. Donc certains vont monter au maquis. Et d'autres vont être obligés vont être enrôlés de force par le Front de Libération Nationale. Donc on a les mêmes raisons qui expliquent l'engagement pour un camp ou pour l'autre. Donc ça, c'est aussi une notion importante à avoir à l'esprit. Et en même temps, les raisons d'engagement ou d'enrôlement peuvent se croiser. Certains, bien entendu, s'engagent pour sauver sa peau et en même temps pour des raisons économiques. Donc ça peut aussi se mutualiser d'une certaine manière. Complexité de la question de l'engagement et de l'enrôlement des supplétifs durant la guerre. Donc c'est ce que je vous disais, les engagements ou les enrôlements peuvent être multifactoriels. Parfois, ce n'est pas qu'une seule raison qui explique l'engagement. Deuxième élément, il y a eu aussi des liens entre Front de Libération Nationale et harkis. Donc il y a des passerelles qui ont existé entre les deux groupes. Il n'est pas rare d'avoir un homme qui a été harki, qui ensuite a rompu son contrat, a rejoint le Front de Libération Nationale, où il n'est pas rare d'avoir des hommes qui étaient au Front de Libération Nationale devenir ensuite harkis. Certains ont pu passer d'un camp à l'autre ou être harkis tout en donnant plus ou moins des informations ou en fermant les yeux lorsqu'ils voyaient des membres du Front de Libération Nationale. Et de la même manière que des membres du FLN parfois fermaient aussi les yeux sur certaines personnes qui étaient considérées comme pro-françaises. Donc voilà, c'est une guerre assez complexe. Ce n'est pas une guerre où finalement les camps sont homogènes, où il y a finalement une détermination des deux camps de manière très claire. 62 est une année importante puisque c'est 62 qui crée le harki en tant que groupe social. Avant 62, il n'existe pas de communauté harki, il n'existe pas de groupe social harki. Ce sont des individus qui sont rattachés à des communautés villageoises ou à des villages et il n'y a pas ce sentiment d'appartenance à une communauté, à un groupe social. C'est un peu la même chose pour les pieds noirs. Avant 62, il n'y a pas de communauté pieds noirs, ça n'existe pas. Il y a les Oranais, les Algérois, les Constantinois, ceux qui habitent dans l'Oranie, dans l'Algérois, etc. 62 crée le pied noir, 62 crée le harki. C'est la même chose. Qu'est-ce qui permet de déterminer quels sont les critères finalement de constitution du groupe social harki?
c'est trois éléments essentiellement. Le licenciement, désarmement. Donc ça, c'est un élément important dans la mémoire collective du groupe social harki, puisque, comme je vous le disais précédemment, les harkis ne sont pas considérés officiellement comme des militaires, même s'ils font le même job, le même boulot, ils peuvent être blessés et être tués de la même manière, bien entendu, mais étant considérés comme des civils, de statut civil, finalement, ils sont licenciés. On les licencie en 62, finalement, on n'a plus besoin de vous, c'est l'indépendance, c'est d'accord des biens signé le 18 mars, proclamation du cessez-le-feu le 19 mars, et on s'oriente progressivement vers une Algérie indépendante, où dans le discours officiel, tout le monde aurait sa place, y compris les harkis. Donc on a ce discours-là en 62, avec ce licenciement et le désarmement. Donc on leur prend leurs armes et on leur dit rentrez chez vous dans votre village. Il n'y aura pas de représailles, l'armée française veillera toujours sur vous. Donc c'est un peu le discours qui est donc véhiculé en 62. Deuxième élément, c'est cette notion d'abandon. Je parle de débat historiographique parce que c'était un débat entre historiens. Jusqu'à quel point peut-on parler d'abandon? Ont-ils tous été abandonnés? Qui a été abandonné, etc. Donc, voilà, c'est un débat, mais cette notion d'abandon, bien entendu, apparaît dès 62 dans le discours, jusqu'à cette fameuse reconnaissance dont tu as parlé tout à l'heure, le 25 septembre, par le président de la République. Donc il y a cet élément d'abandon qui est déterminant aussi dans la constitution du groupe social harki. Et le troisième élément, c'est la question des violences. Les violences subies par une partie d'entre eux, pas tous, on va en parler tout à l'heure, mais une partie d'entre eux ont été bien entendu victimes de représailles. Certains ont été massacrés, il y a eu des massacres, certains ont été internés ou emprisonnés. Donc ça a duré bien après l'indépendance. Hein. On retrouve des prisonniers, des anciens harkis prisonniers jusqu'en 69, 70, donc 7 ans, 8 ans après la guerre d'Algérie. Et ceux qui sont restés en Algérie, une partie d'entre eux ont été marginalisés socialement. Donc, certains se sont fait oublier en Algérie et d'autres ont été marqués, on va dire, par ce saut de la participation à une unité supplétive et donc ont perdu par exemple leurs droits civiques ou il y avait des interdictions de certaines professions pour les anciens harkis et parfois leurs descendants. Élément de contexte, c'est que là on arrive en France progressivement, c'est que pour les pouvoirs publics en 62, il y a deux éléments pour comprendre pourquoi y a-t-il eu ce refus finalement de voir venir en France après l'indépendance ces supplétifs et leurs familles. Premièrement, pour les pouvoirs publics, il s'agissait d'une migration politique subie plus que désirée. Finalement, on n'en voulait pas, ils n'étaient pas considérés comme de véritables rapatriés. De toute façon, ils n'étaient pas rapatriés au sens strict du terme, et ils avaient vocation à rester en Algérie. Pour les pouvoirs publics, ce sont des futurs Algériens, ce ne sont plus des Français, en 62. Deuxième élément, paradoxal d'une certaine manière, c'est que pour ceux qui ont réussi à venir sur le territoire français, il faut à la fois les protéger, parce qu'on craint qu'il y ait que se poursuive sur le territoire métropolitain, en France, la guerre d'Algérie, que la guerre d'Algérie se poursuive avec l'OAS, que la guerre d'Algérie se poursuive avec des tensions entre les membres du FLN en France et les harkis réfugiés en France, et donc il faut les protéger d'une certaine manière, mais en même temps il faut les surveiller. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette crainte que ces harkis, finalement, ne soient des éléments qui poursuivent finalement cette guerre d'Algérie ou ne rejoignent l'OAS. Donc on est dans cette situation assez paradoxale d'une protection d'une population qui est considérée tout de même comme suspecte. Et là, en 62, c'est l'imbroglio sémantique. On ne sait pas trop comment désigner ces hommes, ces femmes et ces enfants. On ne sait pas où, on ne sait pas trop dans quelle catégorie les mettre. Vous savez, en France, on est quand même un pays où l'administration a un poids, où on aime bien mettre les gens dans des cases, dans des tiroirs, etc. Et les harkis, on ne sait pas où les mettre. Est-ce que ce sont des réfugiés ou est-ce que ce sont des rapatriés? Est-ce que ce sont des Français ou est-ce que ce sont des Algériens? Et en 62, en réalité, ils sont ces quatre éléments à la fois. C'est-à-dire qu'ils étaient, avant l'indépendance, avant les accords d'Évian, ils étaient donc des Français de statut de droit local. Donc, des Français qui n'étaient pas de statut de droit commun, comme vous êtes de statut de droit local. Cela signifie qu'ils ont une particularité au niveau, à un niveau juridique sur les questions d'héritage, de mariage. On ne fait pas référence au code civil, on fait référence au code musulman, droit musulman, ou au droit berbère, aux coutumes berbères. Donc cette particularité va avoir une importance, puisqu'ils seront français, citoyens à partir de 58, mais au niveau du droit, pas tout à fait français, puisqu'ils étaient considérés comme des Français de statut de droit local. Avec l'indépendance, ils perdent tous les Français de statut de droit local,
perdent leur nationalité. On leur enlève la nationalité française. C'est-à-dire que les Européens d'Algérie, les pieds noirs, bien entendu, conservent leur nationalité parce qu'ils sont français de statut de droit commun. Il y a 10 000 Algériens qui sont français de statut de droit commun parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle une procédure de naturalisation. Mais la très grande majorité de la population algérienne ou musulmane sont des Français de statut de droit local et donc deviennent de facto, avec l'indépendance, des Algériens. Donc, y compris les harkis, y compris ceux qui étaient dans cette armée française. Ceux qui viennent en France, ceux qui arrivent à venir en France, viennent donc en tant qu'Algériens, puisqu'ils ont perdu leur nationalité française, et en tant que réfugiés, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des rapatriés. Pour être rapatrié, il faut être français. Et donc, à partir du moment où ils passent dans les camps, dans les fameux camps de Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise, etc., ils doivent effectuer ce que l'on appelle une procédure, une déclaration recognitive de la nationalité française. C'est le petit doc que je vais vous passer dans 2 minutes. Donc, ils doivent passer devant un juge pour récupérer leur nationalité française. Et là, ils redeviennent français et deviennent de facto donc rapatriés. Donc, c'est une qualité qu'ils obtiennent en redevenant français. Donc, c'est important et ça permet finalement de comprendre dans quelles conditions ces hommes, ces femmes, ces enfants vont donc venir, ce qui est aussi un traumatisme pour ces hommes, parce qu'en 62, la plupart d'entre eux vont dire « mais pourquoi je vais devoir passer devant un juge? Je suis français ?» Ben non, on va leur dire, on va leur rétorquer que non, vous n'êtes plus français, vous êtes algérien, et pour redevenir français, vous devez passer devant un juge. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est qu'en 62, on a une espèce de hiérarchisation des populations en provenance d'Algérie. Vous avez donc les vrais Français, les vrais rapatriés, donc les Européens d'Algérie, pieds noirs, hein, bien entendu, c'est pas eux qui ont demandé à être mis dans cette hiérarchie, hein. C'est du point de vue des pouvoirs publics, hein, bien entendu. En dessous, vous avez les notables français musulmans, donc tous ceux qui étaient élus, ceux qui étaient fonctionnaires, etc., donc qui sont une autre catégorie, c'est une autre classe sociale, un peu plus aisée, on va dire. Et en dessous, vous avez donc les harkis, les supplétifs et leurs familles qui sont dans l'échelle inférieure, on va dire, de ces populations qui viennent s'installer ou reviennent s'installer pour certaines en France en 62. Je vous donne un exemple pour comprendre cette hiérarchisation. Sous-préfet de Toulon, on est dans le Var, fin de l'année 62, il voit débarquer des personnes d'origine algérienne sur le port, il envoie un petit message au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires algériennes en leur disant qu'est-ce que j'en fais. C'est quoi? Est-ce que je les envoie au camp de Rivesaltes, au camp de harkis du Larzac, etc. Et donc réponse de sa tutelle, surtout pas, ce sont des notables, ce sont donc des rapatriés de qualité, soulignés dans le texte, à ne surtout pas envoyer dans un camp de harkis. Donc vous voyez un petit peu cette différenciation qui est faite en 62. Et l'imbroglio va se poursuivre pratiquement jusqu'à aujourd'hui concernant ce groupe social. C'est que de 62 à aujourd'hui, vous avez une litanie de termes qui sont employés et utilisés dans l'administration pour désigner ces familles. On les appellera les musulmans français en 62. Ensuite, on les appellera les FMR, français musulmans rapatriés. Donc c'est un terme éphémère dans son emploi, hein, dans le temps aussi en même temps. On les appellera les FRCI, les Français rapatriés de confession islamique. Les SIRAN, ensuite, ça c'est les années 70, Français de souche islamique rapatriés d'Afrique du Nord. Et enfin, le dernier terme, le dernier acronyme qui leur est apposé, donc c'est l'acronyme de RONA, les rapatriés d'origine nord-africaine. Donc vous voyez, c'est un peu un mélange de nationalité, d'origine ethnico-religieuse, de statut, avec la qualité de rapatrié ou non, d'origine géographique pour rapatriés d'origine nord-africaine. Donc c'est un peu ce mélange-là qui va évoluer dans le temps des années 60 à nos jours. Alors là, une petite photo, donc ça c'est en novembre 62, du port de Bonn, actuellement à Nava, donc le départ de certaines de ces familles de harkis. Et là, il y a en 62 différentes modalités du transfert de ces familles en France. J'utilise la notion de transfert, je devrais plutôt mettre des guillemets, puisque c'est le terme officiel qui est employé par l'administration et l'armée pour parler donc de ce déplacement de population. On ne parle pas de rapatriement, on ne parle pas de repliement, on parle plutôt de transfert de ces familles. Donc certains vont pouvoir venir tout de même par le biais de filières officielles. Il y a eu tout de même un mini-plan très restrictif, très minimaliste, qui a permis à certains anciens supplétifs et familles de venir en France. Par exemple, c'était les harkis qui étaient célibataires, donc ils avaient plus de facilité à pouvoir venir en France que des harkis mariés, par exemple. Il y a eu aussi les filières clandestines, donc souvent des officiers ou des sous-officiers de l'armée française qui vont parfois démissionner, parfois désobéir aux ordres, parce que les ordres étaient clairs, il fallait laisser ces hommes en Algérie. Donc certains vont désobéir et ramener une partie de leurs hommes, en tous les cas ceux qu'ils désiraient, en France.
Il y a le général Meyer, par exemple, il y a Maurice Fer, par exemple, il y a pas mal de militaires qui l'ont fait. Il y a eu aussi les filières individuelles, donc des harkis qui vont se débrouiller par eux-mêmes, passer par le Maroc, par la Tunisie pour venir en France. Et enfin, vous avez ces anciens harkis qui vont venir en France par le biais d'immigration économique, puisqu'on est dans la période des 30 Glorieuses. Il y a des mouvements migratoires importants de l'Algérie vers la France, de la France vers l'Algérie, mais de l'Algérie vers la France. Et dans ces mouvements migratoires dans les années 60, vous avez aussi des harkis qui n'ont trouvé que cette solution pour pouvoir venir en France. Quelques chiffres pour vous montrer que ce n'est pas un phénomène minoritaire durant la guerre d'Algérie, c'est un phénomène aussi massif qui va concerner des centaines de milliers de personnes. Donc en février 61, il y avait environ 250 000 hommes qui étaient aux côtés de l'État ou de l'armée française dans la guerre d'Algérie. 217 000 étaient dans l'armée, 65 000 engagés ou appelés, 57 000 harkis, etc., etc. 33 000 étaient inscrits dans la vie politique et l'administration. Et au minimum, il y aurait environ 250 000 hommes qui ont été supplétifs à un moment donné de leur vie durant la guerre d'Algérie. Certains jusqu'à 400 000 hommes, 400 000 personnes, mais bon, c'est pas vérifié, mais en tous les cas, on sait qu'au minimum, il y en a eu au moins 250 000 qui ont été supplétifs. Durant toute la guerre, vous avez eu 44 000 Algériens ou musulmans qui ont été engagés dans les tirailleurs, dans les spahis ou dans d'autres unités militaires, et 120 000 Algériens ou musulmans ont fait leur service militaire comme n'importe quel métropolitain. Donc c'est quand même un phénomène massif, ce n'est pas marginal. Sur la question des représailles, on ne sait pas. Vous savez, les chiffres vont de quelques milliers de personnes à 150 000 personnes qui auraient été tuées après les accords d'Évian et surtout après l'indépendance, mais on ne sait pas. C'est vraiment le grand point d'interrogation. Aucun historien aujourd'hui ne peut venir en vous disant oui, il y a eu 43 000 personnes qui ont été tuées de telle date à telle date. C'est une incertitude et ça devrait être l'objet en tous les cas de recherche par la suite. C'est une des questions en tout cas de la guerre d'Algérie qui est la plus floue. En tous les cas, c'est cette donnée quantitative. Poursuivons les chiffres. Pour ceux qui ont pu venir en France, il y aurait environ 85 000 anciens supplétifs et familles. Donc dans les 85 000, c'est hommes, femmes et enfants qui ont pu venir en France, même si officiellement c'est le chiffre de 66 000 qui sont reconnus, mais je vous parlais tout à l'heure de ces harkis qui sont venus par le biais d'immigration algérienne, donc ils sont venus dans les années 60, 70, et ils ont été progressivement reconnus. On les voit souvent à partir des années 80-90, puisqu'ils viennent à l'Office national des anciens combattants demander leur carte d'ancien combattant. Donc c'est ainsi qu'ils sont plus ou moins, qu'on voit qu'ils sont venus dans les années 60-70. 42 000 ont été transférés par les autorités militaires, un peu plus de 40 000 se sont débrouillés, sont venus par propre moyen ou clandestinement, donc c'est 50-50, 1 sur 2. Et il y a eu aussi 3 200 supplétifs qui se sont engagés dans l'armée, qui ont été envoyés entre autres en Allemagne, vous savez, dans les forces armées françaises en Allemagne. Là vous avez l'arrivée de famille à Ongles, un petit village des Alpes-de-Provence, en septembre 62, donc voilà, plus l'image de réfugiés, vous voyez, avec les quelques maigres affaires qu'ils ont pu ramener d'Algérie. Sur les espaces d'installation des familles d'anciens supplétifs, il y a eu 50 transits qui ont été créés, constitués, le Larzac dans l'Aveyron, Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme, Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard, Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, La Raille dans la Vienne. Donc des camps qui ont déjà une histoire, souvent des camps militaires, des camps qui ont été utilisés aussi par la Seconde Guerre mondiale, des camps qui ont eu une histoire aussi durant la guerre d'Algérie. Saint-Maurice-l'Ardoise, c'est un camp où on voit passer des membres du FLN et du MNA, on y voit passer aussi des membres de l'OAS, on y voit passer ensuite des harkis. Rivesaltes, vous en avez parlé tout à l'heure, donc on a pas mal d'acteurs de la guerre d'Algérie. Le Larzac aussi, ça a été un camp pour les membres du FLN et du MNA jusqu'en 60, et en 62, ce sont les harkis qui arrivent dans ce camp. C'est aussi 2 cités d'accueil, puisque cette histoire des camps va perdurer. Alors pour les camps de transit, c'est la période 62-64. C'est 2 ans, comme son nom l'indique. C'est un espace qui doit servir de transit et de reclassement. Il y a eu tout de même 2 camps qui sont restés plusieurs années à destination des familles d'anciens supplétifs. C'est Bias, dans le Lot-et-Garonne, et Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard, donc jusqu'en 76. Vous avez donc des familles qui sont restées dans ces 2 camps, avec un règlement d'exception, avec des laissez-passer pour entrer ou pour sortir, une surveillance, les barbelés autour, etc. Donc c'était une ambiance assez militaire. Ensuite, il y a eu des hameaux de forestage
Il y en a eu d'ailleurs dans l'Aude, Pujol de Bosque, je crois, et un second dont son nom m'échappe. Mais il y en a eu donc surtout dans le sud-est, dans le sud-ouest, la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, donc des hameaux de forestage avec un chef de hameau, souvent un ancien militaire, qui était là pour l'encadrement, et une monitrice de promotion sociale qui s'occupait des aspects administratifs. Et enfin, il y a eu aussi des cités urbaines, donc des espaces dans les villes, dans les agglomérations, dédiés aux harkis. De la même manière qu'il y a eu des cités pour les pieds noirs, vous savez, dans les années 60, c'est la période de construction des grands ensembles, il y a eu aussi des cités pour les harkis, par exemple pour Narbonne, la cité des Oliviers, pour votre département. Il y a eu d'autres espaces, des bidonvilles, aussi des anciennes prisons. La SNCF a aussi construit des logements spécifiques pour les harkis. Il y a eu aussi le programme harki de la Sonacotra. Dans les années 60, 25% des logements Sonacotra sont destinés à des familles de harkis. Donc c'est aussi des choses qu'il faut savoir. Alors, juste je fais une petite pause. J'espère que ça va fonctionner. Alors, c'est un petit extrait issu de sa colonne à la une, où l'on voit finalement les familles de harkis au camp de Rivesaltes demander, retrouver, faire cette déclaration finalement de reconnaissance de la nationalité française. Juste deux petites minutes, ça permet de visualiser. Bon, pour le son, ça va être un peu chaud, je crois que ça va pas... Je vais faire le commentaire. Donc là, on est dans le camp de Rivesaltes. Le camp de Rivesaltes, c'est le plus grand camp d'accueil, entre guillemets, des familles d'anciens supplétifs. 22 000 personnes sont passées à Rivesaltes entre septembre 62 et décembre 64. Donc 22 000 personnes, c'est le camp de Rivesaltes, c'est à peu près une famille sur deux qui est passée par un camp et passée par le camp de Rivesaltes. Donc dans la mémoire collective, c'est un lieu important. Et là, on est en décembre 62, janvier, février, mars, premier trimestre 63, où il y a ces cérémonies collectives. Des cérémonies collectives, on va dire, d'octroi de la nationalité française, de reconnaissance de la nationalité française. Alors là, normalement, les anciens harkis devaient aller auprès du juge, mais comme il y avait le camp, c'est le juge qui s'est déplacé donc dans le camp pour faire signer aux anciens harkis, à leurs épouses, ce document que vous voyez. Certaines familles ont conservé ce document qui permettait de redevenir français, donc après l'indépendance. Voilà, je laisse encore 30 secondes. Le juge lui présente les endroits où il doit signer. Voilà. Peut-être quelques images du camp, je ne sais pas si on les voit ou pas. Voilà, quelques images du camp, comme ça vous permettra juste de visualiser. Donc ce sont des baraques, si vous allez encore aujourd'hui au camp de Rivesaltes, vous avez encore les vieilles baraques qui existent encore. Donc voilà, donc là, espace où l'on retrouve des familles, des enfants, des femmes, des hommes. Donc là, c'est la distribution de la nourriture. Donc on est presque finalement dans des situations, entre guillemets, de réfugiés, pratiquement. La Croix-Rouge qui apparaît, bon, c'est vraiment géré par l'armée plutôt. Et ce camp servait aussi donc de formation professionnelle pour les hommes, puisqu'on devait les destiner on devait les former à la vie professionnelle. Formation professionnelle, surtout pour les envoyer dans le Nord-Pas-de-Calais, sidérurgie, métallurgie, l'industrie textile, il y a beaucoup d'emplois. Et en même temps, scolarisation, puisque la très grande majorité d'entre eux sont analphabètes, ne seront jamais allés à l'école, donc on leur apprend finalement aussi à lire et à écrire. Voilà, donc là. Extrait un peu court. Voilà. Oui, juste une idée reçue, parce que souvent on a l'impression que tous les harkis sont passés par des camps. Non, une famille sur deux est passée par un camp. C'est déjà énorme, mais 41 500, 42 000 hommes, femmes et enfants sont passés par un camp après l'indépendance, et une famille sur deux s'est débrouillée par ses propres moyens.
Là, vous avez une carte, vous voyez, tous les petits points, ce sont les hameaux de forestage, tous les mini-camps, on va dire, qui ont été créés pour les harkis, surtout dans le sud-est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Et les losanges, là, sur la carte de gauche, ce sont les cités urbaines. Donc vous voyez dans le nord, l'agglomération parisienne, le nord Pas-de-Calais, tout le long de la vallée du Rhône, le pourtour méditerranéen. Voilà, ça c'est la même carte, mais différente. Donc il y a d'autres espaces symboliques, Mastibert, Saint-Laurent-des-Arbres, Lodève, l'Argentière, Dreux, Amiens, Dunkerque, Roubaix, Tourcoing. Donc ce sont toutes ces villes qui ont une histoire locale liée aussi avec les familles de harkis. Sachez qu'il y a eu dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, enfin pratiquement jusqu'à aujourd'hui, on va dire jusqu'aux années 90, début 2000, ce qu'on appelle une tutelle sociale, avec toute une série d'organismes qui étaient en charge de cette population, avec une réglementation d'exception donc dans les hameaux de forestage et cités d'accueil, et toute une série d'organismes d'encadrement qui se sont donc succédés, le SFIM dans les années 60, service d'accueil et reclassement des Français d'Indochine et musulmans, transformé ensuite en ONASEC, Office national de l'action sociale et éducative, les BIAC ensuite, les bureaux d'information, d'aide et de conseil pour les Français musulmans, ensuite la délégation nationale à l'action sociale, éducative et culturelle, ensuite ce sont les services des rapatriés dans les préfectures qui se sont occupés des harkis, et enfin il y a eu l'ONAC-VG qui est la dernière administration qui est en charge encore aujourd'hui des harkis. D'ailleurs, l'ONAC-VG s'occupe des anciens combattants, des harkis et depuis l'année dernière aussi des rapatriés, puisque le service central aux rapatriés a été rattaché à l'Office national des anciens combattants. Une date importante, 75, qu'on appelle entre guillemets le printemps harki avec la révolte des irrécupérables, entre guillemets irrécupérables, puisque c'était le terme administratif officiel employé pour désigner ceux qui étaient dans le camp de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise. Pourquoi François Missoff, c'est François Missoff qui utilisera ce nom, entre autres, ancien ministre des rapatriés, et il utilisera le nom de Déchet aussi, pour désigner ces hommes, ces femmes, parce qu'ils étaient considérés comme des personnes que l'on ne pouvait pas recaser dans la société française. Donc il fallait les isoler, les mettre finalement dans ces espaces avec un encadrement spécifique, ad vitam aeternam. Donc c'était un peu la logique de ces cités d'accueil. Donc 75, il y a eu cette révolte qui a permis de casser les camps, de Bias, de Saint-Maurice-l'Ardoise et d'autres structures. Il faut avoir à l'esprit aussi que tout de même il y a une dilution dans l'espace public de la grande majorité des familles d'anciens supplétifs. Ceux qui vont demeurer dans des structures, on va dire, dans des espaces à forte concentration, dans des espaces, on va dire, homogènes, sont minoritaires sur l'ensemble de cette population. Donc elle va en diminuant. Le premier département d'implantation des familles d'anciens harkis, c'est pas le sud, parce que souvent on a l'idée que c'est le sud, maintenant c'est le nord, la région de Roubaix-Tourcoing, pour les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que dans les années 60, là où il y avait de l'emploi, c'était bien entendu dans le nord Pas-de-Calais, avec la métallurgie, la sidérurgie, l'industrie textile. Donc de là, finalement, l'arrivée massive de 2 familles dans ce département. Mais la première région, bien entendu, c'est PACA, suivie du Languedoc-Roussillon, du Nord-Pas-de-Calais, de Rhône-Alpes, l'Alsace et la Lorraine. 3 dates importantes aussi dans cette mémoire collective, c'est 83 avec la marche pour l'égalité contre le racisme. Vous savez ce qu'on a appelé pendant très longtemps la marche des beurs, improprement la marche des beurs. Donc dans cette marche qui va aboutir à 100 000 manifestants, 100 000 marcheurs à Paris, et dont les porte-paroles vont rencontrer François Mitterrand à l'époque, il y a des enfants de harkis et des enfants d'immigration, des pieds noirs aussi, des enfants de pieds noirs aussi, il y en a eu, Marie-Laure Mahé, des personnes qui n'avaient aucun lien avec l'Algérie aussi. Donc il y a eu cette marche où va apparaître déjà la figure de porte-parole du groupe social harki. Deuxième élément aussi, c'est 91, il y a eu une deuxième révolte de la seconde génération. Alors cette seconde génération, c'est particulier puisqu'il s'agit souvent de personnes, d'enfants, de jeunes, de descendants qui n'ont pas vécu la guerre d'Algérie, qui ne sont pas nés en Algérie, mais qui ont conservé dans leur mémoire familiale, on va dire, le sujet de la question des harkis et de la guerre d'Algérie va être un point important dans leur mémoire familiale. Troisième élément, c'est la grève de la faim devant l'Assemblée nationale en 97 qui va être aussi très médiatisée et qui va faire parler énormément des harkis. Sur le sujet des harkis et l'Algérie, sachez qu'il y a des harkis qui sont restés en Algérie en 62, donc c'est aussi important de le préciser. On pense qu'il y aurait 21 000 anciens harkis officiellement qui sont venus en France.
avec ceux qui ne se sont pas déclarés, on va dire, qui sont venus par l'immigration algérienne, qui étaient harkis pendant la guerre d'Algérie, mais n'ont jamais voulu se faire reconnaître comme harkis, on est autour de 25 000 hommes, à peu près. Donc c'est minoritaire. Minoritaire par rapport aux 250 000 minimum qui ont été supplétifs durant la guerre d'Algérie. La grande majorité reste en Algérie. Maintenant, le point d'interrogation, c'est ceux qui ont été victimes de représailles. C'est le nombre de ceux qui ont été victimes de représailles, là c'est le point d'interrogation. Il y a aussi donc ces harkis algériens en France, donc des harkis qui sont venus en France par le biais de l'immigration, mais qui sont restés algériens, qui n'ont pas voulu reprendre leur nationalité française. Ça peut s'expliquer aisément, c'est qu'avec une nationalité algérienne, ils pouvaient retourner en Algérie. Un harki qui a une nationalité française, s'il veut retourner en Algérie, à la douane, il peut se faire refouler. Donc c'est une raison très simple. En réalité, vous allez me dire, mais comment peut-il se faire refouler? Un homme qui est né, on va dire, avant 1946 et qui n'est que français, a de fortes probabilités d'avoir été dans l'armée française. Voilà, donc c'est ainsi qu'ils se font repérer. Il y a aussi les harkis réinstallés en Algérie. Ça existait, phénomène très très minoritaire, hein, mais il y a eu quelques dizaines, peut-être quelques centaines, je ne sais pas, de harkis qui sont venus en France en 62, 63, 64 et qui sont retournés en Algérie dès les années 60, en attendant que ça se calme de l'autre côté. Et il y a aussi la question du retour. Alors, pour faire simple, vous avez une partie des anciens harkis qui ne sont jamais retournés en Algérie parce qu'ils ne veulent pas y retourner. C'est comme certains pieds noirs, ils ne veulent plus y retourner, ils ont une image de leur Algérie, de leur village, de leur maison, etc. Ou parce que c'est trop douloureux, donc ils ne sont jamais retournés en Algérie. Vous avez une autre catégorie d'anciens harkis qui ont tenté de retourner en Algérie, qui se sont fait refouler. Donc ça existe encore aujourd'hui. Hein. Il y a encore des refoulements ou des interdictions d'obtention de visa. Certains n'ont peut-être pas de visa pour aller en Algérie. Et il y a eu aussi des cas de cercueils. Donc des cercueils de personnes qui voulaient se faire enterrer en Algérie qui ont été refoulées. Très rare, mais ça existait, quelques-uns. Et vous avez ensuite une catégorie d'anciens harkis qui retournent en Algérie régulièrement, qui retournent, qui vont, qui viennent, etc. Donc voilà, vous avez ces trois catégories. Dans quelle proportion? Je ne sais pas, il faudrait faire une enquête plus minutieuse, avoir un échantillon plus précis pour avoir des données plus précises. Et sur la question du retour, c'est ce que je vous disais donc, maintenant. Les années 90-2000, et là j'arrive vers la conclusion, on fera le petit débat si vous souhaitez, en tous les cas, ou échanger ou avoir vos réactions. C'est que les années 90-2000, ce sont les enjeux de mémoire, ce sont les accélérations de mémoire qui concernent pas seulement les harkis. Hein. Ces accélérations de mémoire, ce sentiment finalement de vouloir parler est identique chez les appelés, chez les pieds noirs, chez les anciens combattants algériens, chez les militants anticolonialistes, chez les membres de l'OAS, etc. Donc il y a une accélération d'un certain nombre d'entre eux, en tous les cas, qui veulent parler. Même si, jusqu'à aujourd'hui, certains ne veulent toujours pas parler, de leur guerre d'Algérie, certains sont toujours muets dans le silence, c'est aussi délicat pour certains. C'est aussi une lente prise en compte par les pouvoirs publics des préjudices subis, donc il y a eu une loi en 86 sous Jacques Chirac, en 94 sous le septennat de François Mitterrand et sous Balladur, donc une loi aussi pour les harkis. Il y a eu la loi de 2005 aussi, et cette déclaration du 25 septembre dernier. Il y a eu ce discours important de Jacques Chirac avec la dette d'honneur de la France à l'égard des harkis, qui va aboutir à l'institution par décret en 2003 du 25 septembre comme journée nationale d'hommage aux harkis. Donc finalement, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 2 dates concernant la guerre d'Algérie. Si on rajoute celle concernant les harkis, on en est à 3. Il y a aussi l'affirmation du nom harki par ce groupe social. Auparavant, c'était plutôt la notion de français musulman qui était mise en avant, français musulman rapatrié, mais progressivement, le terme de harki va s'affirmer par une partie de ce groupe social, et il y a aussi un intérêt médiatique de plus en plus important autour de la guerre d'Algérie. Donc ça, vous avez pu le constater, depuis les années 90-2000, il y a de plus en plus de documentaires, d'ouvrages, d'émissions sur la guerre d'Algérie et aussi sur les harkis. Hop là. Hop. Voilà. Conclusion, les harkis en jeu et débat. Question sensible, encore une fois, puisque la guerre d'Algérie, mais aussi les harkis plus particulièrement, est aussi un enjeu politique en France. Hein. La question de la reconnaissance, on va dire, c'est une notion qui va être l'objet d'enjeux dans différentes élections présidentielles. En 2007, c'était un enjeu politique, c'était dans la campagne présidentielle. En 2012, ça a aussi été dans la campagne présidentielle. Et l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, entre les différents
protagonistes ou acteurs ou potentiels candidats aux élections autour du 25 septembre, vous avez tous les hommes politiques finalement qui se sont exprimés sur la question des harkis, droite et gauche. En Algérie, la question des harkis, elle est dans le débat, mais c'est un débat restreint. On parle tout de même des harkis, de temps en temps dans la presse, les hommes politiques aussi. Voilà. De l'autre côté, les harkis sont considérés comme les traîtres, hein. C'est comme ça que c'est perçu officiellement, même si auprès de la société civile, auprès de la population, c'est beaucoup plus nuancé. Auprès de ceux, en tous les cas, qui ont connu des personnes qui ont été harkis. C'est beaucoup plus nuancé en réalité. Mais de l'autre côté, la question des harkis, elle est rentrée dans le débat par un angle assez particulier, puisque après, vous savez, la guerre civile algéro-algérienne des années 90, il y a eu une loi d'amnistie des islamistes armés, etc. Et donc, est entré dans le débat, mais si on amnistie des islamistes armés qui ont tué, fait des attentats, etc., pourquoi est-ce qu'on n'amnistie pas les harkis? Voilà, donc c'est comme ça que c'est rentré dans le débat à partir des années 2000. Enfin, les harkis, comme tout le reste, comme toute la guerre d'Algérie, tous les aspects de la guerre d'Algérie d'un point de vue militaire, politique, économique, social, etc., c'est l'objet, bien entendu, de recherches universitaires. C'est devenu un objet historique légitime sur lesquels on peut, bien entendu, travailler sereinement, dirais-je, même si parfois il y a des tensions mémorielles qui surgissent, mais on peut travailler sur tous les aspects de la guerre d'Algérie, dont les harkis. Et je termine juste par cette petite biblio. Hein. Donc vous avez pas mal de bouquins sur la question des harkis. Hein. Les temps modernes, on fait un numéro spécial en 2012. Hein. Les harkis, histoire, mémoire et transmission. Il y a un petit bouquin d'un certain M. Moumen, idée reçue, qui est pas mal. Bon, pas super, mais bon, il est pas mal. Voilà, Rivesaltes, le camp de la France, aussi avec mon collègue Nicolas Lebourg, on a aussi produit un ouvrage sur cette histoire. Et je termine par ça. Voilà. Merci Monsieur Moumen de cette présentation bien dense et bien précise et bien complète également. Moi qui m'a appris beaucoup de choses personnellement, parce que même si je suis contemporain, parce que je suis né en 1944, donc j'ai échappé grâce à mes études qui m'ont permis d'être sur CITEC. Donc ça fait que j'ai pas eu. Mais après, il y a beaucoup de gens ici qui sont, et dans ma famille aussi, qui ont participé à ce conflit. Je ne connaissais pas du tout justement ni l'origine, ni les motivations, ni ce qui avait amené ces personnes à accompagner l'armée française. Et puis encore moins, et ça on en avait parlé tout à l'heure à part, je ne savais pas du tout que la nationalité française leur avait été supprimée en 62, qu'ils avaient dû justifier pour pouvoir la reprendre. Donc, pour moi, ils étaient rapatriés, comme les autres Français d'Algérie qui étaient revenus en France. Et donc ça m'a beaucoup choqué. Donc, voilà, donc s'il y a des questions, est-ce que... Oui. Il y a eu ça, tout de même, moi je ne connais qu'un exemple, même c'est sans doute très partiel, une tentative de facilitation pour les harkis en France. À l'ODEV, on a construit une annexe des tapisseries d'Aubusson. Et on a, donc, pour pouvoir utiliser les épouses de harkis, pour faciliter leur insertion, on leur a appris, elles savaient faire des tapis comme on les fait en Algérie, on leur a appris à faire des tapisseries comme on les fait à Aubusson. Et actuellement, on peut visiter ça il y a plusieurs années. Les dames qui étaient sont peut-être à la retraite maintenant. Mais elles avaient appris et elles contribuaient au maintien des tapis du mobilier national, voire à créer des tapis. Du temps de M. Mitterrand, il y avait un magnifique tapis qui était en train d'être fabriqué quand je vais visiter ça dans les années 80. Alors je ne sais pas si c'est sans doute pas généralisé cette tentative, mais il y a eu au moins, je connais cet exemple, donc de tentative d'aide à
c'est ce retour pour faciliter leur insertion en France. Bon, je ne sais pas si vous en avez connaissance. J'ai participé à un colloque en 2012 à la manufacture de l'ODEV et je suis intervenu sur cette question-là. Donc oui, je connais, il y a eu un ouvrage sur ce sujet. Oui, il y a eu des tentatives, il y a eu des expériences pour aider, bien entendu, des familles de harkis. Il y a eu l'ODEV, mais par exemple, lorsque je vous parlais tout à l'heure des reclassements dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez des chefs d'entreprise qui envoyaient des courriers au camp de Rivesaltes, au camp de Saint-Sacerdoce, en disant « Je veux recruter 25 hommes, je veux recruter 25 harkis, je veux à Dunkerque pareil pour Arcelor, enfin, ce qui était Arcelor à l'époque. » Voilà, donc il y a quand même ce type de tentative. La SNCF a embauché plusieurs centaines d'anciens harkis, par exemple en Côte d'Or, en Alsace et en Lorraine. Voilà, il y a ce type d'initiatives tout de même qui ont existé. Il ne faut peut-être pas avoir à l'esprit que voilà, ils étaient dans des camps, ils ont été livrés à eux-mêmes. Alors sachez que voilà, il y a véritablement un encadrement de l'État de ces hommes dans ces camps. Donc, et l'objectif des pouvoirs publics à l'époque, c'est pas de les laisser dans les camps, c'est de très rapidement fermer les camps et de les renvoyer, de les envoyer au boulot, se reclasser professionnellement. Et là, on a par exemple Pierre Mesmer dans les archives qui dit vite, videz-moi les camps, j'en ai besoin pour l'armée, pour les camps de manœuvre, pour les manœuvres, etc., etc. Donc il y a quand même cet aspect-là à avoir à l'esprit. Ce qui ne veut pas dire que ça a été simple pour la majorité des familles de harkis de trouver un emploi, de se réinsérer dans une nouvelle société qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Voilà. Bonsoir, merci pour votre exposé qui était bien complet. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Le village d'Arzins, ici, est un village qui a été parmi les premiers en France à faire des jumelages avec l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des initiatives de ce style entre, je dirais, les Français qui soient anciennement algériens ou des Français comme moi qui n'aient rien à voir avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a eu des initiatives qui se sont faites d'échanges entre des villages français et des villages algériens? Oui, des jumelages. Oui, ça existe. Hein. Il y a quand même pas mal de communes qui sont jumelées ou qui ont tissé des liens particuliers avec certaines régions, certaines communes d'Algérie. Ça existe. Alors maintenant, pour vous dire sous quelle proportion, je ne peux pas vous dire. J'étais à Roubaix dernièrement, enfin, il y a quelques années déjà, il y avait déjà un accord avec une ville du sud de la Kabylie. Souvent, c'est lié au fait que soit la ville a une population originaire d'une région précise en Algérie, ce qui fait que ces personnes-là essaient de faciliter les échanges avec leur région ou leur commune d'origine. Donc ça existe, bien entendu. Alors parfois, ça peut être compliqué. Sur des questions sensibles, je donne juste un exemple, c'est le seul cas qui arrive, c'est peut-être un petit phénomène encore une fois, mais par exemple, la ville de Rouen devait être jumelée avec une ville des Aurès, avec Aris, donc dans le pays Chaouia, c'est l'est de l'Algérie. Parmi les conseillers municipaux, il y avait un ancien harki, Brahim Sadouni. Et là, on était en 2012. Et la délégation française, donc ceux de Brahim Sadouni, devait aller en Algérie, à Aris, pour pouvoir échanger, signer, etc. Donc toute la délégation a eu son visa, sauf lui. Et donc ce qui s'est passé, le maire, le conseil municipal a décidé de ne pas aller en Algérie tant que celui-ci n'aurait pas un visa. Donc parfois, ça peut être tendu. Mais c'est le seul exemple que j'ai où ça a été sensible. Sinon, les autres cas, voilà, il y a des échanges culturels qui se font, bien naturellement. D'autres questions? Moi, je voudrais juste parler de quelque chose, justement, c'est un sujet d'actualité qui est très récent, qui n'a rien à voir avec l'Algérie, mais qui dit bien comment les États traitent ou continuent à traiter les gens qui les ont aidés dans les pays. Je pense aux guides et aux interprètes en Afghanistan. Ils sont confrontés à un problème très similaire, où justement ce sont des gens dont la vie est menacée, la vie de leur famille, parce qu'ils ont prêté assistance à une armée qui était chez eux, et donc de ce fait ils sont considérés chez eux maintenant comme traîtres à leur pays, à leur patrie, et en France on a du mal à le reconnaître. C'est quelque chose qui dépasse bien sûr l'Algérie et les harkis, mais je pense que c'est un problème analogue et voisin.
je pense que... Souvent dans les articles de presse qui traitent de cette question des interprètes afghans, il y a toujours le parallèle qui est effectué bien entendu avec les harkis, etc. Sauf que la grande différence, c'est que l'Algérie était département français, que les harkis étaient français entre guillemets, même s'ils n'avaient pas le même statut. Voilà, il y a cette question-là qui fait que ça pèse encore de manière très lourdement, on va dire, encore en France jusqu'à aujourd'hui. Hein. La déclaration du président de la République, c'est le 25 septembre, c'était il y a 3 mois, donc c'est encore... voilà, ce passé-là a du mal à passer. Après, pour poursuivre, il y a bien entendu des tensions mémorielles, il y a bien entendu des questions qui sont encore très sensibles. Néanmoins, il ne faut pas essayer d'éviter d'avoir à l'esprit qu'on serait en permanence dans une espèce de guerre des mémoires. Il y a énormément d'espaces de réconciliation, il y a énormément de réconciliation qui a été effectuée, on va dire, à l'échelle des familles, à l'échelle des différents acteurs de la guerre d'Algérie. Certains ont tourné la page, la guerre d'Algérie, ça fait partie de leur passé. Ce n'est pas un élément, on va dire, de tension. Voilà, je pense qu'il y a aussi une grande majorité des acteurs ou des témoins de cette guerre d'Algérie pour qui cette guerre fait partie de leur passé, de leur mémoire familiale, sans pour autant être, on va dire, un objet de tension permanente. En France et en Algérie. Oui. Oui, tout à l'heure, tu disais par rapport en Algérie, pour les harkis officiellement, que c'était des traites. En fait. Discours Public, voilà. Donc ici aussi, en France, on trouve toujours la même situation. C'est pour ça que je trouve que c'est important de transmettre l'histoire et de faire connaître l'histoire aux nouvelles générations et à d'autres, pour qu'ils comprennent, à un moment donné, c'est quoi le mot harki? Quelle est l'histoire? L'État algérien, c'est quoi? Mais l'État algérien lui-même n'existait pas en fait. C'était Algérie française, puisqu'il a pris son entité à partir de 1962. Donc à un moment donné, ces hommes ont été élevés avec du beurre tricolore, j'ai envie de dire. Les grands-pères, les pères, ils ont traversé 3 fois la Méditerranée pour sauver et libérer la France. À un moment donné, c'était un petit peu... Bon, certains sont restés dans les camps par survie et d'autres parce qu'ils ont connu que ça. Toute leur vie, ils ont connu que ça. Ils ne savaient pas où aller. Donc je trouve que c'est important, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'histoire soit connue de tous. Voilà. Merci. Sur la notion de traître en Algérie, alors oui, je le précise, c'est dans le discours public, mais à l'échelle des populations, ça dépend. Parce que certains vont peut-être connaître un peu plus cette histoire. Alors il faut savoir, je vous ai donné les chiffres, c'est pas un hasard, c'est que finalement dans toutes les familles algériennes, vous avez des hommes qui ont été harkis. Dans toutes. Vous avez l'ancien président de la République algérienne qui s'appelait Lamine Zeroual, son frère était gendarme dans l'armée française. Donc voilà, c'est des choses qui sont, lorsqu'on regarde, on va dire, le parcours des bandes du Front de Libération Nationale, Ben Bella a fait l'armée française, Et Ahmed a fait l'armée française, Mohamed Boudiaf a fait l'armée française, etc. Donc voilà, il y a quand même une complexité de la situation, bien entendu. Après, sur la question l'Algérie, c'était la France, alors il ne faut pas aussi minorer le fait qu'il y a tout de même eu, du côté des Algériens, un sentiment national algérien qui a existé. Il y a quand même eu, dès les années 10 et les années 20, la constitution d'un mouvement national qui demandait l'indépendance. Ce n'était pas partagé sur l'ensemble du territoire, hein. C'était un mouvement qui a commencé à évoluer, qui s'est étendu. Durant la guerre d'Algérie, dans de nombreux villages, c'était ni Vive la France, c'était ni Vive l'Algérie indépendante, c'était la communauté villageoise, c'était la tribu, c'était la région d'origine. Ça s'arrêtait là. Donc voilà, il faut essayer de revenir dans le contexte, mais c'est vrai que pour certains, voilà, certains ont baigné aussi dans le drapeau tricolore parce que leurs ancêtres étaient l'armée française, etc. Donc il y a des situations diverses, hétérogènes au sein de cette population algérienne ou musulmane, comme on disait. Est-ce qu'on peut évaluer un nombre des descendants de la génération de Madame à peu près en France et quel est leur sentiment? Est-ce qu'ils se considèrent nationaux? Et certainement pas. Mais bon, dans 5 minutes, cette table, je n'arrive pas à la situer. Est-ce qu'elle est plus algérienne que française? Et quel est le rôle je sais pas, dans la société? Parce que moi, j'ai cru entendre, moi, c'est vrai que je ne me suis pas occupé de ce sujet, qu'il y a eu des échauffourées, qu'on considérait qu'ils n'étaient pas soutenus par l'État, qu'ils étaient abandonnés, il y a encore quelques années, quoi, c'est très ça.
on est bien plus 62, quoi. Des années sont passées et on a le sentiment que ce problème n'est toujours pas réglé, quoi. Au regard de la génération de madame qui doit avoir, je ne sais pas, 30-40 ans. Voilà, je ne sais pas si ma question est bien formulée. Moi, je vais vous répondre sur les chiffres, après je laisserai ça va répondre sur les chiffres. Il y a eu des recensements qui avaient été effectués de toute façon en 68. C'est le dernier recensement où il y a une catégorie, la catégorie rapatriée et harkis. 68, vous regardez dans le recensement de l'INSEE, hein, vous avez cette catégorie-là qui nous donne déjà des informations. Mais on va dire dans les années 80, on estime à environ 250 000 hommes, femmes et enfants descendants directs d'anciens supplétifs. C'est sûrement beaucoup plus, mais ensuite, est-ce qu'un ancien supplétif qui s'est marié avec une personne métropolitaine, c'est ce terme-là, est-ce que ses descendants sont fils de harkis ou filles de harkis? Je ne suis pas sûr. Est-ce que des arrière-petits-fils ou des petits-fils qui ont vécu, on va dire, dans des camps, se considèrent-ils comme des enfants de harkis? Certains oui, parce qu'ils ont vécu dans des camps. Mais d'autres fils qui ont vécu, on va dire, dans des milieux diffus, qui sont intégrés directement dans la société française, je ne suis pas sûr qu'ils se considèrent comme appartenant à une communauté ou un groupe social particulier. Donc je crois qu'il y a quand même des hétérogénéités de situations. Les trajectoires individuelles et familiales sont complexes, sont diverses, et c'est presque du cas par cas. Sur les sentiments d'appartenance, vous en avez autant qui se sentent pleinement français, ça s'arrête là. D'autres qui se sentent français d'origine algérienne, ça s'arrête là. D'autres qui se sentent français avec cette particularité d'avoir leur père qui a été ancien harki et se réfèrent à, on va dire, à l'expérience de la guerre de leur père, et d'autres qui se considèrent comme des binationaux. Certains, sûrement, ont pris la nationalité algérienne aussi, et sont des binationaux, et vont et viennent en Algérie et en France. Donc vous avez tous les cas et toutes les situations, à mon avis. Il y a des études qui ont été faites sur les descendants, comme les descendants de pieds noirs, les descendants d'appelés, ou les descendants de harkis ou d'immigration algérienne. Donc voilà, qui montrent très clairement que finalement, les situations sont assez diverses. Voilà, après je te laisse. Bon, je vais répondre. Bon, déjà, mon papa est un ancien Indochine, donc il est arrivé à 54, donc il y avait la guerre, il est resté dans l'armée française, Algérie française, je ne sais plus. Donc, moi, est-ce que je me sens algérienne ou française? Moi, je vais vous expliquer un petit peu, je ne vais pas trop longtemps. J'ai toujours grandi en pensant que mes parents avaient immigré. Parce que cette histoire n'était, contrairement aux aînés, parce qu'on est 14 enfants, je suis la 13e. Comparé aux aînés, il n'y a pas, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Donc le souci qui se posait, en fait, il n'y avait pas de souci. Nos parents nous ont appris les coutumes du pays, nos traditions. Pour nous, voilà, nos parents étaient algériens, avaient immigré en France, il n'y avait aucun souci. Moi, personnellement, j'ai grandi comme ça. Jusqu'à l'âge de... Puis honnêtement, je n'ai pas fait cas. La vie, c'est comme ça, la jeunesse, l'école, et tout ce qui... On n'en fait pas cas. Jusqu'au jour où je tombe sur ce livre à l'âge de 18 ans, c'est vrai que j'ai perdu pied, parce que je me dis, à l'école, on nous a toujours appris la Ligue des droits de l'homme, on nous apprend l'histoire, on ne nous apprend pas notre histoire. Donc j'ai été perdue, honnêtement, j'ai été perdue, même totalement. Mais bon, j'ai repris mon chemin, on a repris nos chemins, tous mes frères et sœurs, on a vécu notre... Enfin, on n'a pas vécu, on a fait notre vie. Jusqu'à 2012. 2012, on perd mon père au mois de janvier et au mois de mars, on perd notre mère, au mois de mai. Donc là, honnêtement, on était tous perdus. Pour ma part, j'étais perdue. Et là, c'est là où se met la recherche. La recherche de soi. La recherche, on est orphelin de la nation du jour au lendemain, mais de quelle nation? La nation algérienne, française, on est perdu. On se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre le flambeau de mon père, justement, pour transmettre cette histoire. Parce qu'il n'y a pas que moi. J'ai parlé à des jeunes comme de mon âge, ou moins jeunes, ou plus vieux. Ils ont ce sentiment-là, surtout à la perte des parents. Parce que pour nous, les parents, c'est nos racines. Ceux qui nous ont éduqués, ceux qui nous ont appris des coutumes. Et du jour au lendemain, on ne les a plus. À un moment donné, il faut qu'on sache notre identité, qui on est. C'est pour ça qu'il est important que l'État français reconnaisse une fois pour toutes tout ça. On ne tournera pas, qu'on puisse faire notre vie.
Mais tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance officielle, on est là, on ne sait plus. Voilà. Merci. Moi, je trouve que le mot graphique n'est pas bien employé. Je trouve que péjoratif. Je ne sais pas. Il faudrait le substituer à autre chose. Après, ça dépend, mais c'est vrai que dans certains secteurs ou certains segments de la société française ou algérienne, le mot harki va avoir une connotation péjorative. Et vous allez dans d'autres secteurs ou d'autres segments de la société française, ils vont vous dire, bah non, harki, c'est un élément de fierté. Donc, ça dépend dans quel positionnement vous êtes. Moi, à mon avis, il faut revenir à l'histoire. Pour revenir à l'histoire, il faut essayer de revenir finalement à l'étymologie du terme et l'employer avec sa véritable définition. C'est comme ça que les historiens l'emploient, parce que sinon, vous avez des dérives, des utilisations de ce terme qui sont plus idéologiques que historiques. Là où mon collègue a un petit peu raison, puis ça m'a un peu choqué quand il disait ça, là où il a un petit peu raison, c'est que durant la deuxième guerre mondiale en France, on parlait de terroristes, et après ces terroristes ont été appelés des résistants. C'est-à-dire que durant la période où la France était plutôt pro-allemande avec Pétain, c'était des gens qu'il fallait tuer absolument parce qu'ils étaient contre le gouvernement finalement. On les appelait donc des terroristes, il n'y a pas pire que ça. Et après, ces mêmes personnes, on a changé de nom, et c'est peut-être là que tu as raison, Michel, c'est que finalement, le fait de vouloir changer le nom de harki, de ne plus les appeler de la même manière, ça pourrait peut-être permettre de faire en sorte qu'ils soient réhabilités beaucoup plus que... Même si le nom harki n'a pas, pour vous, certainement aucune connotation négative, hein, je le comprends bien. Autant dans le contexte de guerre, on est révolté des groupes comme les maquisards qui se déplacent, tout ça, parce que c'est la traduction littéraire. Hein. Mais bon, dans le contexte de... Oui, le contexte de guerre, oui. C'est 54-62. Voilà. En 62, il n'y a plus de harki en réalité. Voilà. Oui, moi je pense qu'il faudrait effectivement, moi c'était mon avis aussi. Oui, on appelait les maquisards, encore. Je sais pas, ils ont été maquisards, point barre. Mais c'était des ouvriers, c'était des... Je sais pas. Moi, ce monde ne fait pas du tout. Je connaissais rien sur la vie, je suis kabyle, je connaissais absolument rien. Oui. C'est très des gens qui étaient fidèles à la France. Oui, pour certains. Oui, ça... Pour certains. Ceux qui se sont engagés ont été enrôlés parce que c'était pour survivre. Je ne crois pas que ce soit un engagement. Vous avez tous les statuts, voilà, il y a vraiment une hétérogénéité des engagements, des enragements, des trajectoires. Par exemple, vous avez des membres du FLN qui sont aujourd'hui anciens combattants algériens qui ont été anciens harkis. Et vous avez des anciens harkis qui sont anciens combattants français qui ont été au FLN. C'est compliqué tout ça. Et donc, la seule chose sur laquelle, là je vous rejoins, c'est que voilà, moi j'utilise pas le terme de harki aujourd'hui, j'utilise le terme d'ancien supplétif ou d'ancien harki, de la même manière qu'on parle d'anciens appelés. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire, ce sont des anciens, il n'y a pas, on va dire, ils ne sont pas nés harkis, ils n'ont pas vécu harkis et ils ne mourront pas harkis entre guillemets. Voilà, ils ont été harkis à un moment donné de leur vie, c'était une expérience de la guerre, comme d'autres ont été appelés, etc. La seule difficulté, c'est que cette histoire a eu des stigmates, des séquelles, jusqu'à pratiquement aujourd'hui. C'est ce qui fait que finalement, le terme de harki n'est pas passé dans l'histoire, est encore l'objet, on va dire, de querelles mémorielles entre les Antilles et les Faux, finalement. Moi, le mot harki ne me chose pas du tout, parce que j'ai passé 2 ans avec les harkis dans une arcade. On était 3 Européens, après, 3 Européens, il y avait 80 harkis au début, après un peu moins. J'ai vu de cette manière, j'ai vu des faire le rallier avec nous. Si je suis là, c'est grâce à l'harki qui nous a sauvé la vie. Et le mot harki ne me change pas. Moi, proprement dit. Permettre en fait l'intégration en fait. Oui, Parce que le mot harki malheureusement est synonyme pour beaucoup de fait.
Oui, je comprends. C'est justement le fait de s'impliquer plus facilement. Pour ma part, je crois que c'est dommage qu'avec l'Algérie, il n'y ait pas plus de, surtout entre anciens combattants et tout, vous voyez. J'ai des copains qui ont été, ils ont pris la sœur d'un qui a été tué là-bas. Ils sont allés du côté, c'était à les Orégés. Ils sont allés là-bas. Ils ont été reçus par le maire, qui était un ancien fer. On les appelle tous ça, les anciens fers. Et bien ils ont jeté une gerbe, tous les fers aussi, et même lui, dans l'ouest, il avait été tué. Vous voyez, c'est dommage que. De relations. Il y a de plus en plus d'initiatives de cette teneur. Moi, je Oui, parle des ACBG, d'anciens combattants qui font partie Moi, des j'ai quatre copains qui pacifiés. ont été 3 fois là. On se réunit chaque année. Et ce sont des expériences de réconciliation. Ça existe. C'est pas encore généralisé, mais C'est ça un existe. copain du village de là, il correspond par internet, il m'a envoyé les photos, il a la voiture là. Mais dans le cas là, j'ai passé 2 ans. Il y en a qui pouvaient bien y rester, moi j'ai bien intégré dedans et tout. C'est pour ça que le mot acquis ne me gêne pas. à la base, ça ne pas un choix. C'est que c'est synonyme maintenant. Voilà. C'est un mot de traite, c'est tout. Et, après, bon, on est tous français, quoi, aujourd'hui. Il y a une réflexion que j'ai eue il y a quelques temps. En fait, c'est parce que je suis très, très copain avec des Allemands, je connais bien la langue allemande, et tous mes copains me disent, mais qu'est-ce que tu fous avec les Boches, encore aujourd'hui qu'est-ce que tu vas foutre avec les Boches? Donc, mais même en Allemagne, il y a des Allemands qui disent, mais qu'est-ce que vous foutez avec un jumelage avec des Français? Ah oui, non, mais il faut savoir que ça reste quand même toujours ça. Et c'est pour ça que, pour vous-même, personnellement, est-ce que c'est pas ça va permettre de vous soulager plus vite, de vous considérer plutôt comme citoyen du monde? Parce que nous sommes, de toute façon, comme vous avez dit, on est des êtres humains, point. L'histoire est importante quand même. Notre histoire est importante. Oui, moi, c'est important pour moi d'avoir une fait. Une fait qu'on puisse tourner la page. Et que notre histoire soit intégrée dans le niveau de France, parce qu'elle n'est pas. Et ça, je ne trouve pas ça normal. En tant que personne qui a étudié en France, qui sait que la personne, je ne trouve pas ça normal. C'est pour ça que je me bats pour ça. Voilà, l'égalité des droits de l'homme. Tout simplement. Alors, sur la question de la guerre d'Algérie, je fais une petite parenthèse. 1983, c'est le début de l'insertion de la guerre d'Algérie dans les programmes scolaires. Ça a évolué. Et là, depuis 2012, avec les nouveaux programmes scolaires, les terminales, on leur enseigne l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie, donc l'ensemble des mémoires de la guerre d'Algérie. Et c'est vrai que c'est surtout à partir de 2012 que l'on commence à insérer dans le manuel scolaire des éléments sur les harkis. Donc c'était hier, mais on traite un peu plus de la question des appelés, des pieds noirs, etc. Voilà, donc cette question des mémoires de la guerre d'Algérie est au programme de terminale. En première, on enseigne la guerre d'Algérie, mais plutôt les éléments 54-62. En troisième, c'est aussi un exemple de décolonisation, soit l'Inde, soit l'Algérie. Donc ça fait partie de l'enseignement aujourd'hui, ce qui ne signifie pas que tous les élèves ont un enseignement sur la guerre d'Algérie et ses mémoires, parce que en terminale, c'est au choix avec la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, si le prof ne se sent pas armé pour pouvoir traiter de cette question-là, il va zapper, il va se diriger plutôt sur la Seconde Guerre mondiale. Et ça dépend des académies. Finalement, vous avez des académies où c'est du 50-50, c'est très rare. Mais la plupart des académies, on est plutôt sur du 2 tiers Seconde Guerre mondiale et 1 tiers guerre d'Algérie. Voilà, donc c'est plutôt, la question, elle est plutôt d'essayer de trouver des outils pédagogiques pour aider les profs. C'est ce qu'on essaie de faire au NAC avec d'autres IPR, instituteurs pédagogiques régionaux, de leur donner des outils pédagogiques pour pouvoir traiter de cette question de manière un peu sereine, de manière à ce qu'ils soient le plus
le plus équipé possible, parce que parfois ça peut être tendu de se retrouver en classe avec des descendants de Pieds Noirs, des descendants de Harkis, des descendants de militants FLN, des descendants d'Appelés. Parfois ça peut très bien se passer, hein, parce que la plupart d'entre eux, peut-être que ça fait partie de l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais parfois il peut y avoir une petite réaction qui peut entraîner des petites tensions. Donc voilà, donc les profs ont vraiment besoin d'outils pédagogiques. Hein, voilà. Mais c'est enseigner, ça doit se poursuivre, ça doit être accentué, mais voilà, je pense qu'on est quand même dans la bonne direction. Oui, sur l'armée d'Afrique. Ça, on n'en parlait pas, non? Ah non, on n'en parlait pas. Ah non, c'était passé. Disons en tout cas, on en a beaucoup parlé avec le centenaire. Depuis le centenaire, depuis 2014, il y a vraiment eu... voilà. Auparavant, là, j'ai pas de données dessus. Donc, voilà. Après, je ne veux pas protéger les profs, mais traiter de l'ensemble du programme scolaire avec le peu d'heures qu'ils ont à disposition, très 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 difficile pour un prof. La guerre d'Algérie, c'est simple, s'ils arrivent à faire 2 heures sur la guerre d'Algérie en terminale, c'est chouette. C'est chouette, à 2 heures. Et en 2 heures, pouvoir traiter la complexité de la question que vous avez vue, là sur les Harkis, ça fait 2 heures qu'on est presque là. Sur les Harkis. Alors imaginez la guerre d'Algérie avec les Appelés, les Pieds Noirs, la colonisation. C'est très difficile pour eux de pouvoir traiter de la complexité de la guerre d'Algérie en l'espace de 2 heures. Elle est là la difficulté en réalité. Après, quelle solution a-t-on? Là, je ne sais pas trop. Les profs, la majorité d'entre eux, ils ont une licence d'histoire. Ils ont une licence d'histoire, on va dire en histoire contemporaine pour les plus chanceux, ou en histoire moderne, histoire médiévale, etc. Donc ça veut dire qu'une partie d'entre eux sont profs, n'ont jamais traité de l'histoire contemporaine. Ceux qui ont traité de l'histoire contemporaine n'ont peut-être pas abordé la question de la guerre d'Algérie. Ceux qui ont abordé la guerre d'Algérie n'ont peut-être pas abordé la question des Harkis. Donc c'est très difficile pour un prof, et encore plus pour ceux qui sont profs, qui ont une CAPES, mais qui sont géographes, donc l'histoire pour eux, c'est pas leur tasse de thé. Alors voilà, on est dans ce contexte-là. C'est clair que les profs ne sont pas formés pour traiter, on va dire, de sujets très complexes, etc. De là à leur donner à disposition des outils, des expos, à faire amener des témoins en classe pour pouvoir échanger, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, à leur donner des outils pédagogiques, à leur faire montrer des expériences pédagogiques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour traiter de la guerre d'Algérie. Mais ça, voilà, ça se monte, c'est du boulot, mais au moins on pourra traiter de la complexité de la guerre d'Algérie par ce biais-là. Voilà. Vous-même, vous faites beaucoup de conférences sur ce sujet. Merci. J'ai fait beaucoup d'établissements scolaires et honnêtement, j'ai été surprise que les professeurs aient été intéressés par le sujet et qu'ils voulaient prendre le sujet en main. Parce que c'est vrai qu'ils m'ont dit on n'a pas assez d'outils pour se situer, positionner, pour en parler aux élèves. Parce que c'est vrai que beaucoup d'élèves ont un comportement un peu réticent, parce que pour eux, Harkis, c'est des traîtres, et puis voilà quoi. Donc c'est important de faire, ce partenariat avec l'ONAPVG et de faire ces informations-là, de les passer dans les établissements scolaires. Je vous passe le micro, monsieur le maire. Après la guerre d'Algérie, pour des jeunes, c'est très 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 loin. Et je crois qu'ils sont très éloignés de cette question de la guerre d'Algérie aussi. Les jeunes, beaucoup de jeunes, sont très éloignés de la question de la guerre d'Algérie. Bon, moi je suis un peu choqué que vous trouviez le mot harki comme un mot traître. Bon, pour moi, harki, c'est des hommes qui se sont battus pour défendre la France. Et donc vous vivez en France, vous devrez être fier d'être la fille d'un harki. Maintenant, je suis sûr que si vous rentrez chez vous en Algérie, ça risque de passer moins bien.
Non, mais voilà. Mais le problème n'est pas là, monsieur. Je parle à généralité. Mais moi, le mot traître me gêne. Oui, ça me gêne, et moi ça me gêne. Moi aussi, je le dis. Mais Et voilà. malheureusement, c'est des faits. Ils sont là. Pour la majorité des personnes, cela veut dire ça. C'est pas pour moi. Moi, ça ne veut pas dire tout. Mais au contraire, vous devriez être fier que votre père ait défendu les... Je parle en général, parce que je suis à l'association et que je suis amenée à voir des personnes. Par rapport à ces faits-là, pas par rapport à moi. Moi, je l'estime comme ça. Oui, bien sûr. Après je pense que ce que veut dire Madame Atrou, c'est que dans certains segments de la société française, certains assimilent. Voilà. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est faire changer ce stéréotype et revenir à l'histoire. Voilà, tous les stéréotypes, quels qu'ils soient, on pourrait parler d'autres stéréotypes. Hein. Mais enfin, moi, je vais vous parler d'une expérience pédagogique. Nous, on essaie de ramener des témoins qui soient ensemble, un militant du FLN, un ancien harki, un arté, un pied noir. Ensemble, témoigner devant des élèves, avec une idée centrale, c'est d'aller au-delà des stéréotypes, d'aller au-delà de ceux qui vont penser harki Galtrel, d'aller au-delà de ceux qui vont dire pied noir, gros raciste, long, etc., d'aller au-delà de ceux qui vont dire que tous les appelés ont torturé, d'aller au-delà de ceux qui vont dire que tous les membres du FLN étaient des terroristes égorgeurs. Pour faire simple. Donc l'idée c'est, il y a une part de vérité parfois, mais il faut aller au-delà des stéréotypes, des généralités, etc. Donc c'est ce que l'on essaye de produire, de présenter devant des élèves, et ça fonctionne. Parce que finalement, lorsque des élèves vont voir les 4 acteurs de la guerre d'Algérie, de groupes sociaux différents, s'exprimer ensemble, et pour qui la guerre d'Algérie est terminée, ils ont tourné la page, on peut parler d'histoire et ne plus être vraiment dans les invectives. Voilà. Voilà. Et quant à l'histoire, vous n'ayez pas appris l'histoire à votre époque de l'Algérie. Bon, c'est sûr que moi je suis né en 1950 et à l'école où j'ai fait pas mal d'histoire, on ne m'apprenait rien de la guerre de 40 en primaire. C'est ensuite, plus tard, que je... Donc il faut un certain temps pour analyser l'histoire et que les historiens se penchent sur les livres, et sur les livres d'école et établissent des véritaires, des contre-vérités. Non, mais justement, vous disiez qu'on commence seulement à pouvoir étudier, à pouvoir réfléchir de loin, donc avoir suffisamment de recul. Donc c'est sûr qu'il y avait une chape de plomb qui pesait sur toutes ces années-là, et qui est un peu le phénomène français, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu d'ouvrages, très peu de films sur la guerre d'Algérie réalisés en France, alors qu'aux États-Unis, il y en a eu beaucoup plus sur la guerre d'Indochine. Et sur la guerre du Vietnam, qui était la suite de la guerre d'Indochine française. Mais il y a eu beaucoup plus de films et d'ouvrages américains, par des Américains, sur ce conflit que les États-Unis ont perdu. Et alors qu'en France, sur un conflit que la France a perdu, parce que même l'Indochine, il n'y a pas eu énormément de films sur l'Indochine, sur la guerre d'Indochine. Il y en a eu quelques-uns, mais pas autant et pas aussi critique au sens de critique, pas seulement péjoratif, critique sur ce qui s'était passé, sur ces événements et sur la façon dont les gouvernements et les États l'ont traité. Et les séquelles qui sont restées, justement, parce qu'il y en a eu énormément. Peut-être rajouter juste simplement sur les séquelles, ce qui est intéressant à noter, c'est que les premières études qui ont été menées sur les acteurs, tous les acteurs, que ce soit les harkis, les pieds noirs, les appelés, les premières études, ce sont des études de médecins, de psychiatres, de psychologues. Entre 62 et 70, ce sont ces 7 catégories de chercheurs qui vont travailler, on va dire, ou produire des mémoires en lien avec les acteurs de la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est que les historiens travaillent sur la question de la guerre d'Algérie depuis les années 80, les années 90, les archives sont ouvertes. C'est très rare qu'on ait des refus de dérogation aujourd'hui. La difficulté, c'est finalement que tout ce qui a été produit par des historiens depuis 40 ans, pour qu'elle puisse être avalée, digérée par l'éducation nationale et qu'on puisse en faire une synthèse pour l'enseigner. Elle est là la difficulté, c'est quand même pas facile de synthétiser tout ça. La matière est liée, mais il faut qu'il y ait ce passage dans l'éducation nationale pour que ensuite ce soit enseigné. Peut-être clôturer. Peut-être, oui.